La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 mai 2017 et encore une nouvelle fois, nous sommes chez vous pour une nouvelle émission de Café Philo. Comme vous le savez, Café Philo a un format qu'il faut respecter et sans perdre de temps, nous allons commencer avec l'hymne national de la République d'Haïti, en l'occurrence la Dessalinienne. Donc je demande à l'assistance de se mettre debout pour qu'on puisse entonner la Dessalinienne. Merci. Nous allons poursuivre avec la chanson fétiche de Café Philo. C'est Assa Simple de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa
donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. À Café Philo aussi, il est une tradition d'associer les mots, les sons et les images. Et en ce sens, nous allons regarder une partie d'un documentaire d'un jeune philosophe, Raphaël Enthoven, un des jeunes philosophes qui est actuellement en France, à côté de Vincent Cespedes. Et ce documentaire s'appelle Tête à tête avec Raphaël Enthoven. Très chers amis, malgré la pluie, je vous remercie d'avoir répondu en si grand nombre à cette invitation. Je tiens à vous faire remarquer que le professeur Patrice Danancourt fait son intervention dans un cadre spécial. Il fait son intervention, nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2017 et le 17 mai, d'une manière générale, c'est la fête des professeurs. C'est la fête des professeurs. Et la fête des professeurs, c'est une fête, je peux le dire, qui généralement est négligée. C'est une fête qui est généralement banalisée. Il y a quelques initiatives de quelques écoles d'honorer les professeurs, mais ces initiatives sont rares. Je dirais même que c'est une fête ordinairement qu'on passe sous silence. Alors que, de mon point de vue, un professeur, c'est un missionnaire de Prométhée. Alors, souvenez-vous que dans la mythologie grecque, Zeus avait demandé à un dieu qui s'appelle Prométhée d'aller donner des moyens de défense aux différentes espèces vivantes pour se protéger. Et dans le parcours de Prométhée, Prométhée a oublié l'homme. Il a donné au crabe ses pinces, il a donné au scorpion son dard, il a donné au bœuf et ses cornes, mais il n'a rien donné à l'homme. Et quand il a été fait son rapport, c'est dans le Protagoras de Platon, quand il a été fait son rapport, à Zeus, je lui ai dit, bon, parmi tous les espèces vivantes qui existent, ce n'est pas grave si l'homme disparaît. Et Prométhée a eu pitié des hommes. Il a volé le feu et dans l'Olympe, il l'a apporté aux hommes. Et pour avoir commis cette infraction, Zeus l'a condamné sur une montagne, enchaîné. Tous les soirs, chaque jour, un vautour vient dévorer son foie et tous les soirs, le foie repousse. Donc, Prométhée a subi pendant des années
le même supplice. Le vautour vient dévorer son foie qui repousse incessamment. Et finalement, c'est Hercule qui, lors de ses 12 travaux, qui passait par là par hasard et qui a libéré Prométhée. Donc, c'est cette image que j'ai du professeur. C'est ce nom périphratique que j'ai choisi pour parler des professeurs. Un missionnaire de Prométhée. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait honorer les professeurs. Premièrement, un professeur, c'est quelqu'un qui consent beaucoup de sacrifices pour transmettre le savoir. Il passe des nuits sans sommeil, il doit préparer des cours. Et le plus dégoûtant dans l'affaire, parce que je suis dans le domaine de l'enseignement, c'est quand on a les devoirs et les examens à corriger. Là, je ne vous cache pas, je ne sais pas pour vous, M. Dalancourt, mais quand j'ai beaucoup de devoirs d'examens à corriger, je suis fatigué, je me sens exténué. Le pire dans tout ça, c'est qu'un professeur, c'est quelqu'un qui vit avec un faible revenu. Il a beaucoup de mal, très souvent beaucoup de mal, à subvenir aux besoins de sa famille, à subvenir à ses propres besoins. Et parfois, il faut le dire très souvent, il y a un retard au niveau du traitement. Quand je parle du traitement, je ne dis pas la façon dont on traite le professeur, puisque le salaire du professeur s'appelle le traitement. Il y a des retards et le professeur est là. Il est toujours obligé de s'atteler à la tâche et de donner le meilleur de lui-même. Sans ce sens, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'applaudir et de dire bonne fête à tous les professeurs qui peuvent non seulement se trouver dans cette salle, qui peuvent se trouver ailleurs et dans le monde entier. Je vous demande d'applaudir et de dire bonne fête à tous les professeurs. Et je profite de l'occasion pour dire bonne fête à M. Dalancourt. En ce sens, je dis bonne fête à M. Biron, qui est dans la salle. Bonne fête au professeur James Anger. Bonne fête au professeur Alex Pierre. Bonne fête à tous les professeurs. Donc, une petite information. En fait, le professeur Patrice Dalancourt aurait dû faire son intervention à l'occasion du 28 janvier. Mais à cause de problèmes de santé, on a jugé bon, et Raph et moi, que nous placions son intervention aujourd'hui, en prélude justement à la fête des professeurs. Donc, qui est le professeur Patrice Dalancourt, qui est un auteur? Patrice Dalancourt a écrit un livre qui s'appelle « De l'enthousiasme au désenchantement », un éducateur qui s'interroge. C'est C3 édition qui a été publié en 2013. Alors, si on va dans le livre, voilà ce que dit Patrice Dalancourt de lui-même. Né à Port-au-Prince, il a fait ses études scolaires et il a débuté son cursus universitaire de philosophie à la faculté des lettres et de pédagogie, redevenu quelques années plus tard École normale supérieure. Il a poursuivi sa formation à l'université de Toulouse-le-Mirail, France, jusqu'au doctorat de 3e cycle de philosophie, c'était en 1978, obtenant parallèlement une licence de sciences de l'éducation en 1976. Devenu secrétaire d'État de l'Éducation nationale en 1946, puis ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Jeunesse et des Sports en 1947-1988, il est contraint par les exigences de ses fonctions à renoncer au travail direct sur le terrain des salles de cours. Il y reviendra progressivement, d'abord dans le secondaire privé, puis à l'Université d'État d'Haïti, où il dispense obstinément des cours de philosophie à l'Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, devenu Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, donc IRA-ISERS. Il a aussi publié occasionnellement dans la presse des articles liés à la conjoncture politique ou traitant des problèmes de l'éducation. Patrice Dalancourt, un jeune auteur, mais un vieil éducateur. Et si je vais rapidement dans le livre, à la page 18, je crois qu'il a très bien résumé sa fonction. Donc, il est licencié en sciences de l'éducation, professeur à l'EH et enseignant au secondaire. Patrice Dalancourt fait partie des professeurs qui croient que le travail doit être fait dans la base. C'est pourquoi il n'a pas renoncé à l'enseignement du secondaire qu'il garde jusqu'à présent, tout en continuant la tâche dans le domaine de l'universitaire. Donc, et un petit paragraphe, pour donner une idée de l'auteur. D'où parlez-vous? Je serai bref.
Redoutable question pour laquelle, dans les années 70, mes années d'étudiants ont sommé un intervenant de spécifier l'espace théorique, le positionnement idéologique, politique à partir duquel il s'exprimait. D'où est-ce que je parle? Je ne m'embarquerai pas le lecteur dans le subtil ou tortueux émoi théorique d'autodéfinition. Mais peut-être attendra-t-il légitimement quelques informations d'éclairant sur celui qui parle pour savoir quel crédit lui accorder. Je les lui soumets sous la forme d'un itinéraire de vie, d'un parcours un peu atypique qui, de la fonction basique de professeur, m'a conduit à la tête du ministère de l'Éducation nationale pour me ramener à mon milieu naturel, la salle de classe. Mesdames et messieurs, Patrice Dalancourt, professeur de philosophie, professeur au secondaire, professeur à l'Université d'État d'Haïti, directeur pédagogique du Collège Roger Anglade, sous vos applaudissements, qui va nous parler de l'enseignement de la philosophie en Haïti. Merci. Merci. Bonsoir. Merci de votre présence. Merci de m'avoir invité. Et merci de ces paroles aimables pour me présenter. Alors, on m'a demandé de parler effectivement d'une de mes préoccupations habituelles, les questions d'enseignement de la philosophie. J'aurais pu reprendre effectivement l'approche basée sur mes expériences de professeur, mais j'ai choisi plutôt une vision plus globale, plus synoptique, pour voir comment l'enseignement de la philosophie s'est développé et a évolué chez nous jusqu'à nos jours, et quelles sont peut-être les perspectives qu'on peut envisager dans ce domaine-là. C'est pourquoi, dans un premier temps, je vais évoquer l'enseignement de la philosophie autrefois. Autrefois, c'est-à-dire jusqu'aux années 80 à peu près. D'abord, j'attire votre attention sur une chose, c'est que pendant longtemps, la seule forme d'existence publique de la philosophie en Haïti, ça a été l'enseignement. Enseignement qui se diffusait notamment dans le courant du XXe siècle dans les lycées et collèges. Je dois ajouter quand même qu'à cette période-là, il y a eu de manière éphémère une société haïtienne de philosophie qui avait organisé 2 congrès internationaux de philosophie. Mais ça a été quelque chose de passager. Si bien que les espaces publics d'enseignement de la philosophie, c'était les classes terminales des lycées, qui n'étaient pas nombreux. À l'époque, c'était des lycées, quelques lycées à Port-au-Prince, 5 ou 6 maximum, et puis un lycée par département à peu près. Il y avait 5 départements de ma jeunesse. Après ça, ça a été 9. Je suis arrivé à 10. Autrement dit, ce n'était pas tellement abondant. Et puis c'était aussi les classes de terminale que l'on trouvait notamment dans les écoles congréganistes et par la suite seulement de quelques rares collèges privés qui arrivaient au niveau de la classe de philo. La philosophie s'enseignait également à l'université, mais assez peu, c'est-à-dire dans le cadre d'un département spécialisé à l'école normale supérieure. Autrement dit, elle était assignée à un espace assez mince, scolaire et universitaire. Si elle avait un petit peu existé en d'autres lieux, c'était dans des lieux carrément clôturés, tels que par exemple le grand séminaire et des centres similaires de formation de gens d'église, pour lesquels il y avait toujours plus ou moins une base de philosophie. Autant dire que seule une population minimale était touchée par cet enseignement. Par exemple, pour vous donner une idée, lorsque j'ai passé mon baccalauréat deuxième partie, en 1970, il n'y avait pas 5000 candidats pour la philo. Lorsque j'ai été étudiant à l'école normale de 1970 à 1973, si on cumulait le nombre d'étudiants de toutes les classes, tous les niveaux du département philo, on atteignait grosso modo une vingtaine. Plus ou moins une vingtaine. Et même à l'époque où moi-même j'ai enseigné à l'école normale, c'est-à-dire de 1978 à 1987, lorsqu'on cumulait les effectifs, on était grosso modo avec une trentaine d'étudiants en philosophie.
Donc c'était plutôt un club restreint. Cependant, l'effectif des classes de terminale avait considérablement augmenté. Mais rien de comparable avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors, si j'évoque pour vous ces ordres de grandeur, c'est pour pointer du doigt le caractère d'abord élitiste et puis de toute façon restrictif et limité de l'enseignement de la philosophie. D'ailleurs, il est significatif que celle-ci ne s'enseigne qu'au terme de tout le cursus scolaire et pendant une seule année, qu'on appelle d'ailleurs la classe de philosophie. Cela montre bien le caractère sélectif de sa diffusion dès le départ. Vous savez, il ne faut pas s'en scandaliser trop vite, cela ne nous est pas particulier. Il faut savoir que la présence de la philosophie dans l'enseignement scolaire est une particularité de l'école française et des systèmes d'enseignement qui se sont inspirés de celle-ci. Ailleurs, notamment dans les systèmes de tradition anglo-saxonne, la philosophie n'apparaît qu'à l'université à titre d'option, ce qui réduit naturellement encore plus sa diffusion. Même si dans ces grands pays, il y a un tel maillage universitaire que, bon, une démographie tellement importante que ça fait beaucoup plus de monde. Mais il faut bien voir que cette faible formation dans ce domaine-là a un impact direct, ne serait-ce que parce que ça réduit à une d'assez mince épaisseur un potentiel lectorat pour celui qui voudrait publier des ouvrages de philosophie chez nous. Cela dit, jusqu'aux années 1970, très peu de ceux qui enseignaient la philosophie avaient été formés spécifiquement pour cela. Le plus souvent, c'était des médecins, c'était des avocats qui assuraient cette charge, sous prétexte que leur formation faisait une place assez large à ce qu'on appelait alors les humanités, c'est-à-dire la culture gréco-latine et puis les belles lettres. Donc je dirais qu'il y avait une sorte d'amateurisme éclairé et que cela n'a pas manqué d'avoir des effets sur les contenus, sur les méthodes d'enseignement et d'abord même sur l'esprit et les finalités de l'enseignement philosophique en Haïti. Alors, quelles sont justement ces caractéristiques? D'abord, l'introduction de la philosophie dans le curriculum de l'école haïtienne n'est pas partie d'un projet, ni d'une stratégie éducative autonome. La philosophie faisait partie d'un lot d'ensemble qui résultait d'une option mimétique qui, pendant plus d'un siècle, a fait que les programmes haïtiens étaient un décalque des programmes français. C'est comme ça que la philosophie a été introduite. De ce fait, automatiquement, les programmes de philosophie enseignés chez nous se confondaient, se conformaient avec beaucoup de fidélité à leur modèle et le contenu était celui des manuels importés. En bref, nos programmes de philosophie étaient définis par la table des matières des manuels français. Cet enseignement philosophique figurait une sorte de couronnement culturel humaniste réservé au petit nombre qui atteignait le sommet de la pyramide scolaire. Chez nous, d'ailleurs, cet enseignement prenait assez aisément un aspect décoratif, un peu comme l'usage du français à l'époque. Il achevait un schéma d'absorption non sélective d'un modèle culturel venu de l'extérieur. La position de discipline reine que l'on octroyait à la philosophie, ainsi que son enseignement, présupposait des bases, des prérequis, des apports de discipline étudiés antérieurement, notamment un petit peu dans les sciences, beaucoup plus en histoire et énormément en littérature. Et bien entendu, requérait un niveau
évident d'expression française. Au fil du temps, on a vu s'effriter ces prérequis. Et ce sera un facteur important de la dégradation de l'enseignement de la philosophie, suite à une sorte de démocratisation chaotique, c'est-à-dire que l'accès de cette classe s'est fait de manière contestable, disons, dans le cadre d'une certaine politique duvaliérienne des années 60. À ce moment-là, cet enseignement était basé surtout sur le contenu notionnel proposé par les programmes français. Enseignement marqué donc pendant des années par la division quadripartite en psychologie, logique, morale, métaphysique. Division qui a prévalu jusqu'à des périodes, il y a une trentaine d'années de cela, avant que d'autres regroupements ne lui ont succédé. Cet enseignement, donc, reposait fondamentalement sur l'utilisation des manuels classiques d'alors, c'était les Foulquier, Cuvillier, et puis le très populaire Huysmans et Vergès. Ouais. Et puis il y avait aussi, bien entendu, déjà les notes dictées par les professeurs, quelques polycopiés sur stencil, réalisés par certains d'entre eux, que l'on utilisait dans certains établissements. Dans ces deux cas, notes dictées ou polycopiées, il s'agissait d'une adaptation qui reprenait sous une forme allégée, simplifiée, condensée, et donc forcément un peu appauvrie, ce que l'on avait jugé essentiel dans les différents manuels de référence. Quant à la substance même, je l'ai déjà dit, c'était des notions regroupées. Et j'ajoute que dans l'exposé magistral qui se faisait de ces notions, les philosophes et leurs doctrines ne se rencontraient explicitement que de manière occasionnelle à travers des citations. Citations qui étaient supposées se répondre, se compléter, rarement d'ailleurs se contredire, ce qui gommait dès le départ cette dimension de débat et même de conflit ou de bataille qui anime l'histoire de la philosophie. Pour dire les choses brièvement, ce qu'on enseignait, c'était ce qu'on a appelé la philosophia perennis, philosophie éternelle, une sorte de discours de la pensée idéaliste dominante alors dans le monde académique. Discours à partir duquel, discours formé plutôt à partir d'une sorte d'homogénéisation de questions communes. Homogénéisation autour de quelques questions, mais pas forcément autour de problématiques communes. Et puis après ça, blocage. Blocage. On n'allait pas plus loin dans la démarche. Même lorsque les manuels français avaient commencé à s'ouvrir précautionneusement à ce qu'on pourrait appeler les philosophies du soupçon, issues de Nietzsche, issues de la psychanalyse ou du marxisme, la chape de plomb du duvalierisme en Haïti imposait aux enseignants comme aux élèves une autocensure de survie. Quant à la pédagogie utilisée, on peut la qualifier de pédagogie d'imposition, de pédagogie invasive, à dominante, avec ce type de dominante d'inculcation que Paulo Freire, par exemple, qualifiait d'anti-dialogique. En gros, assez peu de débats et d'échanges, des élèves majoritairement transformés en éponges absorbantes, passives, mais satisfaits de leur état, quelque part, dès lors qu'on leur parlait bien. Des professeurs contents d'avoir réussi à contrôler et maintenir leur classe tranquille. Eh bien, dans ces temps qui vous paraissent lointains peut-être, mais qui ne relèvent pas de la préhistoire. La preuve, je suis encore là. Dans ces temps-là, quantité d'obstacles se dressaient devant les partenaires les mieux intentionnés. Ce qui fait que les exposés débats produits par des élèves ou étudiants étaient généralement rares. Mais je précise aussi,
lorsqu'il y en avait, étaient généralement de qualité. La fréquentation des textes de philosophes n'était pas une pratique courante, même si les manuels utilisés proposaient toujours des extraits d'auteurs à la fin du chapitre. En termes pratiques, l'unique exercice au programme était la dissertation. Je précise d'ailleurs que la pratique de production écrite était un luxe, un quasi-monopole des écoles congréganistes majoritairement, de quelques excellents lycées, il y en avait encore, et puis des meilleurs établissements privés. Autrement et majoritairement, en toute hypocrisie consentie de part et d'autre, on fonctionnait sur la base de la mémorisation d'un modèle professoral écrit au tableau. Ce parquerisme, d'abord inavoué et inavouable, a peu à peu gagné du terrain avec la baisse des compétences linguistiques et des compétences philosophiques. Au point qu'aujourd'hui, ce parquerisme peut se dresser face aux professeurs à travers cette espèce de tchala vendu sur les trottoirs, et avec une arrogance qui vous fait savoir que vous parlez pour rien, qu'on a la réponse ailleurs. Ce qui m'amène à parler davantage de la situation actuelle maintenant. Eh bien, de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, la pente de la massification des classes allait s'accentuer avec un afflux d'élèves issus d'horizons de plus en plus diversifiés, ce qui aurait été une bonne chose, mais dotés d'un capital culturel de plus en plus hétérogène, ce dont on ne tenait pas compte. C'est aussi l'époque où a surgi et a commencé à proliférer ce qu'on a appelé école Borlette. Dès lors, les résultats du baccalauréat deuxième partie commencent à devenir vraiment catastrophiques. Et la philosophie est alors pointée du doigt, mise en accusation comme étant une des matières qui font chuter les pourcentages, qui font échouer les élèves. Au moment même où débute la réforme de l'école primaire, appelée à devenir l'école fondamentale, à ce moment-là, les programmes de philosophie connaissent leur première remise en question. Non pas pour des raisons d'amélioration pédagogique, mais parce qu'ils font échouer. Mais donc pour des raisons plus pragmatiques et plus utilitaristes carrément. Il va en résulter des tentatives d'allègement en attendant le nouveau secondaire déjà annoncé par les prophètes et longtemps espéré. En attendant que ce nouveau secondaire vienne tout sauver. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a sur la scène deux programmes concurrents. Un programme traditionnel dans le secondaire et ce qu'on appelle le nouveau secondaire. Le programme traditionnel comporte des spécificités pour chaque section A, section C et D. Bon, que dire de ce programme? D'abord, il est imprécis dans ses contours. On ne sait plus trop aujourd'hui entre les allègements effectifs, provisoires et continués, ses contours précis. Mais il y a une sorte de consensus tacite qui fait qu'un noyau minimum demeure, noyau sur lequel porteront forcément les examens. Pour le nouveau secondaire, il y avait eu une tentative très élaborée, très avancée, mais qui a avorté dans les années 2002. Je crois que c'est à peu près cela. L'option retenue, l'option appliquée théoriquement aujourd'hui, je l'analyserai en détail un peu plus avant. Alors, est-ce que je dirais de nouveau, sur un ton critique, que cet enseignement prétend tout couronner dans la formation et que sa principale fonction sociale reste de parachever une inculcation idéologique? Non, je ne le dirai plus.
Et ce changement ne vient pas d'une évolution voulue ou d'une évolution maîtrisée, mais simplement il est un effet d'obsolescence, un effet lié à la dévaluation de la culture académique. L'enseignement de la philosophie au niveau scolaire est aujourd'hui une sorte de reliquat et de survivance sclérosée. Point. Pourquoi? D'abord parce que d'une part, il ne trouve plus dans notre système de point d'ancrage. Par le fait même, eh bien, il voit s'effilocher toute son efficacité. Ce que j'appelle l'affaissement culturel dans son volet scolaire et académique fait que la philosophie est un superflu, un corps étranger dans un univers de pensée qui s'épanouit sans elle. Du coup, son acquisition intéresse et motive de moins en moins les élèves, et donc le travail précédent que je redoutais, que je pointais du doigt, d'inculcation idéologique, de formatage, ne passera pas par elle, elle n'est plus un bon chemin. Dans mon livre, là, de l'enthousiasme au désenchantement, j'analyse d'ailleurs en détail les difficultés et les obstacles auxquels se heurte en salle de classe tout enseignement de philosophie. J'évoque par exemple un processus plus global d'arrêt de l'apprentissage qui, selon moi, se produit à partir de la classe de 3e, se développe pour aboutir à un quasi-freinage en classe de première. J'évoque aussi l'effet d'une dimension culturelle et sociale. J'insiste sur la question du langage, sur un certain nombre d'obstacles à caractère proprement pédagogique et sur ce que j'ai nommé la crise de l'espérance qui fait que les élèves, finalement, ne se voyant pas d'avenir, ont peur de s'interroger. Maintenant, si je remonte un peu aux fonctions de l'enseignement de la philosophie, auparavant, jusqu'aux années 70, je reviens là-dessus. Il y figurait une sélection élitiste. Il y figurait l'idée d'achever la mise en place de modèles culturels qui venaient des anciennes métropoles, l'idée d'achever une mise aux normes idéologiques mondialement dominantes alors. Aujourd'hui, je le dis, la critique de telles fonctions pour la philosophie en Haïti, enfin pour l'enseignement scolaire de la philosophie, n'a plus la même importance parce que ces fonctions ne s'y accomplissent plus. Tout au moins pas dans cet espace. Si on doit parler toujours d'invasion culturelle, et on doit le faire, ce n'est plus à travers l'enseignement scolaire et encore moins l'enseignement philosophique que cette invasion va se produire. Différents intervenants dans par exemple les médias, les nouvelles technologies d'information et de communication, différents agents de la mondialisation font que ce travail d'inculcation idéologique dangereux se réalise à travers les appareils concurrents de l'école de manière plus insidieuse et donc en dehors de la classe de philosophie. Il se réalise antérieurement à cette classe de philosophie, il se réalise à moindre frais, sous une forme moins intellectuelle, mais bien plus abrutissante. Ce conditionnement mental, caractérisé entre autres par la castration de la curiosité, la castration de l'esprit critique, ce conditionnement mental est lui-même un obstacle qui fait barrage à l'enseignement de la philosophie. La lutte contre ce conditionnement mental devient d'ailleurs une finalité qu'on devrait assigner à tout enseignement philosophique se voulant progressiste et libérateur. Quant au niveau universitaire, je m'excuse pour les étudiants, mais l'expérience que j'y vis depuis quelques années est assez décevante. Je rencontre toujours et régulièrement quelques étudiants qui, par leur capacité, par leur volonté,
par leurs efforts, s'élèvent au-dessus de la médiocrité ambiante. Mais, je le dis crûment, pour l'écrasante majorité, l'entrée à l'université n'a pas miraculeusement levé les handicaps du passé. Dans les années où je travaillais à la mise à niveau en philosophie à l'IERA, je rencontrais des étudiants qui avaient obtenu leur bac sans avoir jamais suivi un cours de philosophie. Ils le disaient et je le constatais. Sans jamais avoir appris à disserter, sans avoir jamais appris à effectuer une explication de texte. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'avaient pas beaucoup appris non plus la nécessité du travail personnel, ni la nécessité de la pratique efficace de la lecture. Flamand. Et de ce fait, leur capacité critique s'en trouvait également réduite, de même que leur disposition à une recherche sérieuse. Alors, cet enseignement développe-t-il, je parle maintenant aussi, enfin toujours du niveau universitaire, développe-t-il une véritable formation et une véritable pratique philosophique? Parfois. Parfois oui, parfois non. Difficile d'être catégorique là-dessus. Je dois quand même préciser qu'il est beaucoup plus libre qu'autrefois. Il n'y a pas les mêmes dangers, la même censure, mais que, peut-être par un effet de balancier, il se crée de nouvelles églises et de nouvelles chapelles et de nouveaux dogmatismes où, se croyant parfois révolutionnaires, on ne fait que répéter une vulgate d'auteurs de gauche. Alors, qu'en est-il maintenant du nouveau secondaire dont on nous parle tant? Première chose, quand on parcourt les programmes, on est gêné par cette espèce d'amateurisme sympathique que j'ai évoqué déjà. Il y a une volonté de modernisation, certainement, une volonté de prise en compte des réalités socioculturelles. Mais, au-delà de cela, première chose qui dérange, on a un programme unique pour toutes les sections. Alors que théoriquement, il aurait fallu aller vers une forme de diversité. Ensuite, on a reconduit avec quelques variantes pas toujours heureuses des aspects du programme français de 2001. Je ne vais pas entrer dans l'analyse détaillée du programme. Mais quand même, je dois signaler qu'il comporte énormément de confusion. Confusion de ses formulations, confusion dans la hiérarchisation des thèmes et problèmes du même ordre. On a essayé d'introduire des activités plus vivantes en proposant des thèmes de débat, mais leur formulation me dérange à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'elle est souvent très superficielle et risque de conduire à des formes de la belle audience. Un point et c'est tout. Puis d'autre part, bon, les nouveautés positives qu'on peut y trouver sont sabotées par une chose, à savoir la suppression du baccalauréat, première partie, sans avoir mis en place aucune mesure de manière à éviter que ne disparaisse du même coup l'enseignement littéraire dans la classe de première. Alors sur quoi s'appuie-t-on pour faire de la philosophie? Les activités de groupe proposées ne tiennent absolument pas compte de la réalité physique et matérielle des salles de classe. Mais l'ultime vérité pour moi de ces programmes se trouve dans la forme des examens auxquels ils donnent lieu. C'est au moment de l'évaluation que l'on voit vraiment ce qu'on avait voulu faire. Et là, c'est assez troublant.
On a des épreuves, par exemple, dans le secondaire traditionnel, pour la philosophie traditionnelle, où avec les dissertations, il y a ces foutues questions à choix multiples. Mais Seigneur Dieu, la philosophie ne peut pas se faire en questions à choix multiples. Écoutez, je n'ai pas résisté à l'envie d'en noter quelques-unes. Et ce n'est pas les plus humoristiques que j'ai choisies. Exemple, reproduire et compléter avec la bonne réponse. 1. Point de suspension, est un ensemble de connaissances objectives, cohérentes, etc. Vérifier expérimentalement. Au choix. C'est la science, c'est la technique, c'est la philosophie ou c'est la raison. Autre exemple. D'après telle personne à citer, l'inconscient est soumis au principe de plaisir. Au choix. Cicéron, Thalès, Freud, Démocrite. De qui se moque-t-on? Autre exemple. Alors là, c'est le chef-d'œuvre pour moi. La morale kantienne est une morale d'une grande valeur qui a le mérite. Alors on va choisir d'induire l'humanité en erreur, d'augmenter la pauvreté dans le monde, de donner comme base à la morale la dignité de la personne humaine ou de prêcher l'exclusion totale des handicapés. Je sais pas, mais... Qu'on me dise ce qu'on veut, parfois il faudrait être un peu sérieux. Grâce à Dieu, les questions à choix multiples ont disparu des examens du nouveau secondaire. Mais, pour être remplacé par quoi? On retrouve la dissertation toujours. Mais attention, chaque sujet est accompagné de ce qu'on appelle une piste d'orientation qui va dispenser de trop réfléchir. Cette piste d'orientation va indiquer ce que doit être la teneur d'une introduction de 6 à 8 lignes. Elle indique ensuite un plan binaire, appelé prétentieusement plan dialectique, pour développer en 30 à 40 lignes ses idées. Et elle précise ce que doit être la réponse, toujours sous forme de synthèse conciliatrice. Réponse à exprimer une conclusion de 6 à 8 lignes. Là encore, je donne un exemple. Exemple. Peut-on dire de l'homme qu'il est un être inachevé? Très beau sujet. Piste d'orientation. Une introduction de 6 à 8 lignes pour s'interroger sur la condition humaine. Un développement en 2 temps de 30 à 40 lignes comprenant A, thèse, B, antithèse. 3. Une conclusion synthèse de 6 à 8 lignes pour signifier que l'homme est un être en perpétuelle évolution. Et on appelle ça philosopher. Je pourrais continuer. C'est toujours pareil et toujours ce foutu plan en 2 parties. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une phrase de l'humoriste américain Mark Twain qui disait « Quand on a pour seul outil un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. » Et bien là, quand on a pour seul outil ce plan-là, on fait tout pareil. Un peu de ceci, un peu de cela, oui, mais, voyons. Et puis voilà, on forme les élèves à ce consensus mou que nos hommes politiques adorent. Est-ce que c'est ça qu'on vient faire en classe de philosophie? Je ne crois pas. Bon, pour le reste, sur l'étude de texte est relativement correcte, mais il y a des aberrations, appelées questions à réponse courte. Bon, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Mais alors, on fait quoi? On fait quoi avec tout ça? Ou on arrête le jeu et on arrête cet enseignement coûteux et inutile, ou on lui donne un sens. Moi, je suis d'avis qu'il faut lui donner un sens, mais à condition d'en définir les finalités, les modalités. Parce que cet enseignement, dans son esprit et dans ses finalités, si on veut bien lui en fixer, peut être utile. Il peut être utile à nous aider, à aider les jeunes, à résoudre des problèmes d'ambivalence culturelle, des problèmes d'identité. Il peut les aider de manière libératrice. Il peut les aider, je crois, à cultiver la résistance au formatage idéologique qui leur vient de tous les médias et de tout le monde environnant. Cet enseignement, j'aimerais que son positionnement soit modifié. C'est-à-dire qu'on chante le requiem de la classe de philosophie
parce que l'enseignement de philosophie commencerait plus tôt. Je crois que ce serait bon qu'au moins les classes du nouveau secondaire déjà bénéficient d'une initiation à la philosophie. Ça rendrait la pratique moins ségrégative, puisqu'un plus large public serait touché. Ça permettrait de faire face à certaines pressions déstructurantes. Ça permettrait de s'accoutumer à un dialogue ayant du sens, d'apprendre à écouter, d'apprendre à poser des problèmes, d'apprendre à formuler une pensée claire dans un langage clair, quelle que soit la langue choisie, mais dans un langage clair. Je crois que c'est à cet âge-là que peut-être nous avons des jeunes qui ne sont pas encore atteints par ce syndrome de découragement et de démotivation, d'incuriosité dont on souffre beaucoup aujourd'hui. Bien sûr, ça demanderait d'élaborer de nouvelles perspectives, de nouveaux programmes et tout ça. Ça va de soi. Je pourrais en dire beaucoup encore, mais on me fait des signes sans arrêt. Oui, j'arrête. Cependant, je crois que ce que je dis là, il est dangereux, après expérience, de croire que l'État pourra s'en charger. C'est une de mes grandes culpabilités aujourd'hui, de n'avoir pas poussé à bout ce rêve que j'avais de faire renaître une société haïtienne de philosophie, qui se pencherait, parce que seuls les professionnels de cette discipline croient en sa nécessité et savent ce qu'il faut en faire. Et je crois que ça serait notre rôle, à un moment, de dire à nos décideurs qui n'y comprennent rien, voilà une proposition d'enseignement philosophique pour la jeunesse de notre pays. Merci. Ce que je constate, c'est que l'intervention de M. Danankoy est très enflammée, mais en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au titre de votre ouvrage. Et je retrouve cette flamme dans le titre, comme vous avez fait l'intervention, de l'enthousiasme au désenchantement, un éducateur s'interroge. Vous faites une même proposition que Raphaël Enthoven. Je crois que dans une émission qui s'appelle La philosophie et la vie, il y avait deux intervenants, Raphaël Enthoven et Patrick Chabot. Raphaël Enthoven demandait que l'enseignement de la philosophie, alors il ne connaît pas le cas d'Haïti en France, soit reculé et se fasse en première, en seconde et en troisième. Ce serait aussi la même proposition. Mais moi, j'ai une très grande préoccupation. Est-ce que les apprenants que nous avons actuellement sont en mesure d'absorber cet apprentissage de la philosophie? Sur ce, moi, c'est le commentaire que j'aurais eu. On va s'arrêter là, on va reprendre le débat après une pause musicale autour de Mon amour de Aiden Rachel Project. Merci. Merci. On va continuer avec la partie la plus intéressante en cette émission, c'est-à-dire l'échange, le partage, la discussion qui existe entre l'intervenant et le public. Dans ce sens, je ne parle pas en pile français, mais je dis juste tout simplement, pas parler en pile et puis posons une grande question. Donc, sans perdre du temps, ici c'est un commentaire, parce que moi, je fais tête commentaire au fond. Bref, donc après les sans perdre du temps, Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur activité pour commenter en question. Ralph. Merci, professeur Dalancourt, pour cette très belle intervention. Merci à notre modérateur, notre cher ami l'homme. Je pense que cette intervention rend compte de l'intérêt qu'il y a à discuter davantage de philosophie en Haïti et notamment dans cet espace, d'autant que Café Philo est un espace qui est dédié à la promotion des pratiques et pensées philosophiques en Haïti. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que votre intervention, il me semble, n'a pas forcément fait fond, à la limite peut-être entre les lignes, mais officiellement, ouvertement, n'a pas suffisamment fait fond sur une question d'importance qui est même consubstantielle à la question de savoir, de parler de l'enseignement de la philosophie. Dans quelle mesure chacun des systèmes, pas des systèmes à proprement parler, chacun de ces types d'enseignements repérés ça et là, en Haïti, de la philosophie, donne une certaine idée du philosophe enseignant. Parce qu'il est impossible que l'on enseigne la philosophie, après tout, sans en être déjà plus ou moins un philosophe.
J'aimerais vous écouter là-dessus. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais aimé aborder d'autres sujets avec vous. Par exemple, ce qui va faire plaisir à mon ami Fredo. Oui, nous comprenons. Ce qui va faire plaisir à mon ami Fredo, par exemple. Dans quelle mesure on peut intégrer dans le cursus, dans le curriculum, pour ce qu'il s'agit de l'enseignement de la philosophie, des notions, des concepts qui ont un rapport à des réalités, entre guillemets, on va dire, haïtiennes, par exemple. Merci. Bonsoir. Et pour me commencer, merci Café Philo. Pour me continuer, merci professeur Dalancourt. Et merci parce que l'homme est victime. Et rapidement, je me dis que je suis resté sous soif moins longtemps. Longtemps parce que moi, généralement, l'image qui prédomine l'école, c'est une image de nègre fort. À un point tel que Mme Michel Dufay-Pierre, lui, a fait une intervention dans la journée inaugurale la DIREP, côté que t'a présenté jeune intellectuel haïtien qu'on nègre qui cache des images de battre bête, craser bête, vider bête à terre. Donc, son attitude phagocytaire, côté que étudiant ou bien élève là, il est initial seulement pour le réciter. Par aucune initiation de réflexion pour marquer l'école, c'est période de récitation, par aucune pratique côté que inciter étudiants à réciter tout et réfléchir tout bon. Donc, je connais par rapport à cette sédimentation qui gagne en pratique, diffusion de la connaissance, comment nous sommes capables d'arriver à inverser ça de manière pratique. Parce que nous connaissons le fin enraciné comme ça, c'est difficile pour prendre un chemin et opposer à. Donc, comment de manière pratique nous sommes capables de couper fâcher avec une forme de représentation de la connaissance? Ça, merci. Bonsoir, je vous salue, professeur Dalancourt, je salue l'homme également. Et me félicite pour l'intervention, ça. Alors, ma question était sur votre intervention, certaines parties de votre intervention qui m'intéressaient, parce que vous avez parlé de l'enseignement, de la philosophie, bien sûr. Mais je m'attendais à ce que vous parliez beaucoup plus de l'enseignement de la philosophie. Comme ça, je pourrais peut-être savoir qu'est-ce qui serait possible comme philosophie à enseigner dans les cours en Haïti. Qu'est-ce qui serait possible? Alors, ma question, c'est, j'aimerais vous demander, parce que vous avez critiqué également l'enseignement, vous avez démontré, vous avez mis à nu certains problèmes dans l'enseignement. Ma question est que si vous aviez à enseigner la philosophie en Haïti, qu'est-ce que vous enseigneriez comme philosophie? Est-ce que vous enseignerez une philosophie? Et qu'est-ce que vous enseignierez comme philosophie? Je salue le professeur Patrice Dalancourt. Je salue mon ami l'homme, que ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu. Et en fait, moi, ce qui me pose problème dans l'intervention de M. Patrice, c'est le fait que pour enseigner la philosophie en Haïti, il y a 3 éléments fondamentaux. Il y a la faculté qui représente l'école, il y a le professeur, il y a l'étudiant. Qu'est-ce qu'il y a à la base? Parce que ce n'est pas l'étudiant ou l'élève qui pense le cours et qui propose les livres de philosophie à lire avant l'enseignement de la philosophie. C'est parce qu'à la base, il y a un problème. C'est parce que nous ne pensons pas cette école dite haïtienne. Parce que s'il y a une école dite haïtienne, eh bien, il faut qu'il y ait, bien sûr, une pensée de la philosophie, une pensée de l'histoire, et de l'histoire haïtienne, bien sûr, de l'histoire en général. Et le problème ne se trouve pas seulement du côté de l'élève ou de l'étudiant. Et je pense que M. Dalancourt paraît comme étant un grand professeur. Un grand professeur, puisqu'il a remarqué, constaté les problèmes et il pense là-dessus. Mais au fond, et je demanderais au professeur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Merci Café Philo et merci professeur Dalancourt et mon professeur aussi Ali Reisers. Et pour être bien précis, durant votre intervention, j'ai vraiment apprécié la façon dont vous avez posé la problématique de l'enseignement de la philosophie en Haïti. Mais je me rappelle pendant que le professeur Lhomme faisait votre présentation, il avait bien dit que vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Donc, la question, qu'avez-vous fait? Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir professeur Dalancourt. Tout d'abord, je vous félicite pour votre intervention. J'ai beaucoup appris ce soir. Et je dis bonsoir également aux participants de Café Philo ce soir. Ma question, elle est brève, elle est précise. Tout simplement, à la fin de votre intervention, j'ai été interpellée.
vous aviez dit quoi faire. Ensuite, vous aviez dit qu'il faudrait commencer cet enseignement de la philosophie dès les classes de 3e, seconde, réto. Moi, je me disais, certes, commencer un enseignement pour inculquer les premiers pas, les premiers concepts de philosophie, c'est bien, mais la méthode, quelle est la méthode de manière beaucoup plus concrète de cet apprentissage de la philosophie afin que nous ayons effectivement ce fruit d'une philosophie haïtienne vraiment chez les jeunes, chez les Haïtiens. Merci. Alors, pour la première question, je vais commencer par exprimer, en fait, question-observation, je vais commencer par exprimer une distance et un désaccord. Je ne crois pas du tout que celui qui enseigne la philosophie soit forcément un philosophe. Et j'insiste, moi, sur cette distinction entre le professeur de philosophie et le philosophe. Je souhaiterais, il est facile de former, enfin facile, non, il est plus facile de former des professeurs de philosophie. La personne ensuite deviendra peut-être philosophe au fil de sa carrière. Je m'autorise à philosopher aujourd'hui plus qu'à mes débuts, certainement. Mais je pense avoir toujours été professeur de philosophie, appliquant certaines démarches et certaines méthodes pour enseigner deux choses, des connaissances philosophiques et l'acte, le philosopher lui-même, la démarche philosophique. Ça, le professeur peut déjà le faire. Donc je sépare les deux fonctions, philosophe et professeur de philosophie. Il y a eu une mention d'introduction de concepts locaux. Je suis toujours très sceptique face à ce genre d'expression. Un concept, pour moi, peut être appliqué à des réalités locales, certainement. Il peut, quant à ses origines historiques et géographiques, être appelé local. Mais en soi, comme je dis toujours méchamment, Mango en Haïti, il est tombé selon la loi de la suite des corps universelle. Point. Alors, des concepts nous aidant à exprimer nos réalités, oui, mais le terme local, je m'en méfie. Seconde l'autre question, c'est une assimilation de l'intellectuel à nèg fort. Bon, certainement qu'on abuse ou qu'on sait. À part que, sous l'intellectuel, il faut qu'on ait quand même un petit bagage qui justifie l'expression. Je dirais, avec provocation, qu'il y a un slogan qui a fait un mal fou à ce pays depuis 20 ans, c'est question de analphabète pas bête. Oui, analphabète pas bête. Mais seul bagaille, analphabète, intelligence au gagnant, c'est apprendre pour apprendre à faire. Si vous voulez, il faut faire avec. En ce sens, moi, je ne parle pas faire des histoires à l'haïtienne, un intellectuel se doit d'avoir un bagage lui permettant de mener des analyses rigoureuses dans un langage rigoureux et non pas dans les métaphores approximatives que nous aimons. Voilà mon point de vue à moi là-dessus. Donc, s'il y a une tendance à inverser, c'est celle de croire que tout le monde peut pontifier à un micro. Pas parler de philosophie, mais à l'aise pour ça, me baronne pour ça. Mais je ne me crois pas un oracle national pour en parler de météorologie, de santé publique et de tout sujet. Pas toutiste et je ne crois pas aux toutistes. Mais je crois que chacun dans un domaine a la capacité d'atteindre un niveau pour entrer dans un échange valable. Moyennant effort intellectuel. La question très difficile, est-ce que si j'étais libre absolument dans l'enseignement scolaire, est-ce que j'enseignerais une philosophie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que je me préoccuperais davantage à ce moment-là, je crois, de former la capacité de philosopher.
je ne crois pas parce que je ne me suis jamais pleinement rallié moi-même à un philosophe. Donc je serais gêné pour le faire. Certainement que je ferai des choix d'auteurs, de philosophes qui me plaisent ou qui me convainquent. Je choisirai aussi plus largement des auteurs d'intérêt philosophique que j'utiliserai, mais qui ne sont pas forcément des philosophes. Mais la première chose à développer, malgré tout, ce serait la capacité, l'aptitude à manier les concepts. Et donc, cela demande aussi, quand même, de maîtriser un éventail assez large dans ces différents domaines-là. On va demander que faire pour que ça change l'attitude face au savoir en général. Je crois que la première chose, c'est qu'il faudrait trouver un moyen, et ça existe, d'enseigner le savoir, quel que soit le domaine, philosophie, science, histoire ou autre, comme étant la réponse à une question. Parce que le drame de nos écoliers, c'est que pour eux, le savoir n'a pas de sens, ne répond ni à leurs questions, ni pour eux à une question importante pour l'humanité en général. Peut-être ne plus couper la transmission du savoir d'un minimum de connaissances sur l'origine et la genèse de ce savoir, sur son histoire, sur les circonstances qui ont amené à le produire et qui justifient qu'on le conserve aujourd'hui. Pour moi, ça serait le chemin pour que le savoir retrouve un sens et que peut-être les élèves soient motivés à l'acquérir. Gros travail, gros chantier, tout ça. Ah oui, j'ai été ministre effectivement de l'Éducation nationale de janvier 87 à février 88. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour la philosophie, rien. Pour la philosophie, rien. Et ceci pour des raisons évidentes. D'abord, le contexte de l'époque a été un contexte extrêmement difficile où il y avait des réformes urgentes à faire, y compris d'assainissement, de mise en place des premières grilles salariales. C'est quand même, quand j'étais ministre, qu'on a signé la première convention entre l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau pédagogique et enseignement? J'ai fermé l'IPN, que j'ai rouvert après. Restructuration. Je l'avais fermé pour inefficacité et je me vante qu'après sa réouverture, il a pu produire tous les programmes cadres de l'école fondamentale du 3e cycle qui n'existaient pas du tout et achever toutes les pièces manquantes des programmes des 2 premiers cycles antérieurs. C'est pas si mal à mon avis. Mais rien pour la philosophie, je le répète, et pour une raison bien simple. On n'était pas encore en termes de réforme de programme au niveau du secondaire. Voilà. Donc je n'ai pas été plus loin dans les travaux sur les programmes que ce qui concernait l'école fondamentale pour arriver à la 9e année fondamentale et dépasser le blocage, parce que ce que peut-être vous êtes trop jeune pour savoir, lorsqu'un élève avait fait l'école réforme, après le niveau certificat d'études, parfois il devait redoubler pour pouvoir rentrer dans le système normal, vu que le reste du programme n'avait pas encore été conçu. Mais rien pour la philosophie, ça je le reconnais. Oui, non, la question de la demoiselle, là, j'y ai répondu un peu par anticipation. Quand elle me demandait qu'est-ce qu'on aurait enseigné, des concepts, selon quelle méthode, pour récolter les fruits d'une philosophie haïtienne. Bon, je crois que d'abord, avant d'enseigner les concepts, il faut aider à désigner les problèmes, les poser et chercher effectivement les mots pour les dire, les concepts pour les formaliser et s'ouvrir à la pensée universelle d'abord. Puisqu'on ne va pas faire des enfants. La philosophie, nous ne l'avons pas inventée. Donc la masse de production philosophique disponible est d'abord universelle.
Seulement, on peut effectivement diversifier les sources, ne pas être limité à l'Europe, l'ouvrir à d'autres régions, l'ouvrir à d'autres courants, l'ouvrir à quelques ouvrages philosophiques rares qui ont été produits chez nous et à tous ces textes que j'appelle moi des textes d'intérêt philosophique, c'est-à-dire qui fournissent une base sur laquelle travailler. Récolterons-nous après une philosophie haïtienne? Je ne sais pas, d'ailleurs le concept de philosophie, de nationalité accolé à la philosophie ne m'intéresse pas. Philosophie grecque, ça renvoie à une tradition de pensée, pas une nationalité. Voilà. Arriver à des philosophes, ça serait une bonne chose. Arriver en tout cas à ce qu'une pensée ou des éléments de philosophie imprègnent un peu plus les manières de penser de ceux qui parlent, qui dirigent l'opinion, etc. Voilà, ça serait déjà pas si mal. D'accord, sur ce, on remercie M. Patrice Dalancourt pour son intervention. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de questions et que le débat peut continuer. Mais malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, sans doute aucun, mardi prochain pour une autre émission de Café Philo qui va passer mercredi soir à 7h chez vous sur vos petites télévisions. Merci. En bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. C'est l'amour qu'a ouvert porte, c'est clé moi qu'a passé. Ou dis-moi, prends-moi, Jacques Melton.